Salut et bienvenue sur le salon de l'intelligence artificielle. Le salon de l'intelligence artificielle est une chaîne qui s'intéresse à la technologie de l'intelligence artificielle, mais également sur sa philosophie. Donc à cette chaîne YouTube est reliée aussi une page Facebook sur laquelle nous discutons d'actualité, sur les nouveautés autour de l'intelligence artificielle, le débat autour de celle-ci. Donc si des sujets comme les armes létales vous intéressent, les robots tueurs d'intelligence artificielle, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne et nous aurons le plaisir d'en débattre avec vous sur l'actualité autour de celle-ci. Donc dans ce premier tutoriel, nous parlerons de la recherche de chemin, une thématique, un domaine de l'intelligence artificielle assez intéressant. Donc dans la recherche de chemin, nous verrons la recherche en longueur, la recherche en largeur, l'algorithme de Bellman-Ford, l'algorithme de Dijkstra et l'algorithme ASTAR. Donc tous ceux-ci sont des algorithmes. Donc dans le cadre de ce tutoriel, je m'attelerai d'abord à définir les concepts généraux de la recherche de chemin, son vocabulaire et des définitions. Donc s'il vous plaît, veuillez m'excuser lorsque je lirai des diapos et j'apporterai des commentaires parce que c'est des choses assez importantes et essentielles à comprendre pour aborder cette partie de l'intelligence artificielle qu'est la recherche des chemins. Donc voici pourquoi nous donnerons assez d'importance aux définitions liées aux concepts généraux de ce domaine. Donc la recherche du chemin, couramment appelée pathfinding en anglais, est un problème de l'intelligence artificielle qui se rattache plus généralement au domaine de la planification et de la recherche de solutions. Il consiste à trouver comment se déplacer dans un environnement entre un point de départ et un point d'arrivée en prenant en compte différentes contraintes. Les principaux algorithmes de recherche de chemin se basent sur la théorie des graphes. Donc ici, lorsqu'on parle de planification, donc c'est exemple en ce qui concerne la gestion, par exemple la gestion intelligente des projets, donc la recherche des solutions, voilà, donc comment trouver un chemin le plus court, par exemple, pour un trajet, pour une distance exemple. Et une chose très importante, c'est la théorie des graphes. En fait, les algorithmes de recherche de chemin se basent sur la théorie des graphes. Donc nous allons essayer de comprendre ensemble et de définir ces éléments que sont la théorie des graphes. Nous allons parler de son vocabulaire et des définitions également. Donc avant de commencer toute chose, voici quelques algorithmes de recherche de chemin. Donc dans le cas d'un GPS d'une voiture, lorsqu'une personne veut se rendre à une destination précise, donc le GPS fournit au conducteur le chemin le plus court pour son trajet. Donc ici pour nos téléphones, nos Android et smartphones, lorsqu'une personne demande exemple via Google Maps une destination en fonction de là où il veut se rendre, en fait Google Maps lui donne le chemin le plus court pour s'y rendre à sa destination. Donc nous avons aussi dans le domaine de la robotique
Donc pour qu'un robot puisse aller dans une certaine destination, la manière dont il se déplace, on fait aussi recours à ces algorithmes de recherche de chemin. Dans le domaine du réseau aussi, ces algorithmes sont utilisés, notamment dans les protocoles de réseau, avec par exemple le protocole RIP qui implémente, qui utilise l'algorithme de Dijkstra que nous verrons ici et que nous programmerons. Donc avant de voir ces algorithmes, il est important de définir la notion de la théorie des graphes et voir ses concepts. Un graphe est un ensemble de nœuds ou sommets qui peuvent représenter des villes dans notre exemple. Ces sommets sont liés par des arcs qui seraient alors des routes. Un chemin peut être vu comme un parcours dans un graphe. Donc ici exemple, voici un graphe qui représente, ici dans ce cas, la connexion entre différentes villes, donc le réseau routier. Donc exemple, pour aller d'une ville A1 à la ville A2, on emprunte cet arc. Donc ici cette route, ici c'est l'arc, on a l'arc ici, et les nœuds sont les nœuds de A1 jusqu'à A6. Donc ici, donc c'est ce qu'on disait ici, nous avons plusieurs nœuds ici, les villes qui de A1 à A6, voilà, ce sont des nœuds. L'arc allant de A5 à A6 indique la présence d'un lien direct entre deux villes notées A5 A6 ou A6 A5. Donc ici on a A5 A6, on peut aussi partir de A6 vers A5. Donc l'arc il est ici, donc qui représente un lien. Donc dans le cas d'une ville, c'est une route, elle peut représenter une route. Un chemin permet de rejoindre les différents sommets entre eux par des arcs. A1, A2, A3, A6 est un chemin de longueur 3. Donc lorsqu'on veut quitter la ville A1 pour aller à la ville A6, on peut passer par A1, A2, A3, A6. Et pourquoi il est de longueur 3? La longueur ici est le nombre des arcs. Donc ici on a le premier arc, on a le deuxième arc et on a le troisième arc en faisant ça. Donc on a aussi la notion des circuits dans la théorie des graphes. On parle de circuit lorsqu'on peut partir d'un nœud et y revenir. Par exemple A1, A4, A5, A1 ou A4, A5, A6, A4. Donc ici exemple, en partant du point A1, on revient sur lui-même. Donc on fait A1, A4, A5, A1. Donc vous voyez que ici on revient. Donc ici on parle de circuit. Donc on parle aussi de l'ordre. L'ordre d'un graphe correspond au nombre de sommets qu'il contient. Ici l'ordre égale à 6. Donc on a 6 sommets. Ou encore on a 6 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, qui représente l'ordre d'un graphe. Deux nœuds sont dits adjacents ou voisins s'il existe un lien permettant d'aller de l'un vers l'autre. Dans notre cas ici, A5 est donc adjacent à A1, A4 et A6. Donc ici, on a le point A5 qui, ses voisins sont A1, A4 et A6. Donc ce sont des sommets auxquels il est directement lié ou connecté.
Donc dans la théorie de graphe, nous avons plusieurs représentations. On a la représentation graphique que nous avons déjà vue, et il existe des graphes non orientés et des graphes orientés. Donc la différence entre ces deux graphes, c'est le sens de la direction des arcs qui a une importance capitale. Donc comme par exemple ici, nous pouvons nous rendre de A1 vers A6 en passant de A1, A4 vers A6. Mais dans le deuxième graphe ici, c'est impossible à cause du sens de l'orientation. Donc ici on a A1, A4, mais lorsqu'on veut quitter de A4 vers A6, c'est impossible car le sens de l'orientation fait cela. Donc par exemple, si on veut représenter ça, cela peut exemple représenter le réseau routier dans une ville, car exemple dans des villes nous avons des voies qui sont à sens unique, où on ne peut pas aller dans les deux sens. Donc c'est un peu cela. La représentation graphique peut être intéressante pour comprendre le problème premièrement, le représenter, le modéliser, mais ensuite, lorsqu'il faudra programmer cela dans un langage de programmation quelconque, nous utilisons la matrice d'adjacence. Donc dans la matrice d'adjacence, la présence d'un arc entre deux nœuds ou sommets, voilà, est représentée dans la matrice par un 1. Donc exemple ici, vous avez le nœud qui va de A1 vers A2, donc il existe. Ici on met 1. Le nœud qui va de A2 vers A3, par exemple, de A2 vers A3, il existe, on met 1. Donc exemple de A4 vers A2, il n'existe pas, on va mettre 0. Donc de A4 vers A2, A4 vers A2, donc ici c'est 0. Donc et ainsi de suite. De A5 vers A6, l'arc existe, on va mettre 1. De A5 vers A6, on va mettre 1. Et au niveau ici, vous voyez ici j'ai mis des zéros en rouge, c'est simplement des zéros qui au niveau de la diagonale, on remplit la matrice d'adjacence par des zéros au niveau de la diagonale. Cela veut simplement dire que il n'y a pas de retour sur elle-même. Cela est appelé une boucle. Donc par exemple, on pouvait avoir un chemin qui part de A1 et en revenant sur A1, plutôt un arc, désolé, avoir un arc qui part de A1 en revenant sur A1. On appelle cela une boucle. Donc comme cela n'existe pas, donc ici on met 0. Mais si exemple il y avait un arc qui partait de A1 vers A1, ici on devait mettre 1. Si exemple ici on avait un arc qui allait de A3 vers lui-même A3, on devait mettre 1. Mais ça n'existe pas, donc on met 0. Donc de A3 vers A3. Donc ça n'existe pas, on met un 0. Cette notion d'arc qui revient sur un nœud lui-même, on appelle cela une boucle. Donc vous pouvez également faire des recherches là-dessus. Mais le plus important, c'est de comprendre les liaisons entre les sommets entre eux. Donc il peut aussi avoir, comme je disais, un arc qui peut revenir sur un même sommet. On appelle ça une boucle. Donc voilà, un arc qui revient sur lui, qui part d'un sommet et revient sur lui-même. On appelle ça une boucle. Donc on a aussi en théorie des graphes la matrice de longueur.
La matrice de longueur est une matrice, elle est semblable à la matrice d'adjacence, sauf que il y a une petite variante. Dans le cas de la recherche du chemin le plus court, le moins cher ou le plus rapide, on ajoute des informations sur nos graphes. Elles sont appelées de façon abstraite longueur, poids, qui peuvent être représentés par des kilomètres, des kilogrammes, des heures, des minutes, ou simplement du dollar ou de l'euro ou du yen, etc. La matrice d'adjacence devient la matrice de longueur. Les 1 qui sont alors remplacés par la longueur de l'arc et les 0 par plus l'infini. Pour la diagonale, on met des zéros indiquant que pour aller d'un endroit à ce même endroit, on n'a pas bougé. C'est simplement pour dire que voilà, il n'y a pas de coût. Là, voilà, il n'y a pas de coût, donc on peut dire c'est gratuit. Donc au niveau de ce graphe, vous pouvez remarquer que il y a des poids ici, voilà, sur chaque arc. Donc dans le graphe précédent ici, vous voyez ici, il n'y a pas de poids sur notre arc. Donc à l'intérieur, lorsqu'il y avait la présence, lorsque le lien existait, exemple entre A1 et A2, on mettait 1, et lorsque, exemple ici, le lien entre A2 et A4 et A2 n'existe pas, A4 et A2 n'existe pas, on mettait 0. Maintenant ici, la différence est que ces arcs ont maintenant des poids. Donc, au fait, c'est-à-dire que ici, le poids peut être vu comme une longueur. Comme pour parler, on peut comme le coût. Le coût. Donc, exemple pour partir, exemple de la ville 1 à la ville 2. Exemple, on peut mettre, exemple, 2 heures. Ou bien, exemple, la ville 1 à la ville A2, c'est 25 km. De la ville A1 à A4, c'est 20 km. Donc, c'est un peu cette représentation ici que l'on donne ici. Et ils sont très importants. C'est très important parce que lorsque on cherche le chemin le plus court, c'est avec ces données-là que l'on va travailler au fait. Lorsque l'on cherche le chemin le plus court à l'intérieur d'un graphe. Donc, dans nos cas exemple ici, nous avons de la ville A1 à A2 le nombre de kilomètres, la longueur entre ou la distance. Voilà, on peut parler de longueur, on peut parler de poids, on peut parler de distance. Donc c'est vraiment un concept général, hein, mais de façon abstraite, on l'appelle longueur. Donc ici, la distance entre la ville 1 et la ville 2 est de 25. La distance entre la ville 1 et la ville 4 est de 20 km. Entre la ville A1 et A5 est de 45 km et ainsi de suite. Donc ici, ce sont les distances qui séparent chaque ville de façon 2 à 2. Donc maintenant, au niveau de la matrice d'adjacence que nous avons vu ici, voilà, ici, on prend on effectue le même procédé, sauf que on remplace maintenant les 1 par la valeur de chaque arc. Donc exemple ici, c'est 25 km. Donc entre A1 et A2, entre A1 et A2, au lieu de mettre 1, on mettra 25. Donc voilà, donc c'est là. Donc entre A1 et A2, la distance est de 25. Entre A1 et A4, la distance est de 20. La distance est de 20. Entre A1 et A5, la distance est de 45. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien direct entre A1 et A3. Donc, on met plus l'infini. Or,
dans l'autre, dans la matrice d'incidence, entre A1 et A3, il n'y a pas d'arc direct qui les lie, il n'y a pas de lien direct. Ici, on mettait 0, donc entre A1 et A3, il n'y a pas de lien direct, donc on mettait 0. Mais ici, dans la matrice de longueur, puisqu'ici on parle de la matrice de longueur, ici on met plus l'infini, donc il n'y a pas de lien entre A1 et A3. Ici on met plus l'infini. En fait, ce plus l'infini, ça veut dire que si on veut parler de façon représentative, de donner une image, ça veut dire au fait que pour quitter de A1 pour aller directement à A3, le nombre de kilomètres, ce coût est tellement énorme, il est tellement grand, il est infini en fait, que on met plus l'infini. C'est ça en fait, si on peut donner une représentation au sens des images de ce plus l'infini, ça veut dire que le coût, la distance entre ces deux points pour aller de A1 à A3 directement, c'est une quantité assez énorme, c'est infini, donc voici qu'on met l'infini. Donc et ainsi de suite. Exemple ici, entre A4 et A3, entre A4 et A3, voilà, c'est 40. A4, voilà, A4 et A3, c'est 40. Donc et au niveau de la diagonale, comme dans la matrice d'incidence, on remplit par des zéros. Donc ici, il n'y a pas, comme il n'y a pas il n'y a pas de boucle, c'est-à-dire une boucle, c'est un arc qui part d'un point et revient sur lui-même. Donc ici, comme on n'a pas on n'a pas de boucle ici, donc on remplace tout ça par des zéros. Ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fait, si quand on quitte, si on essaie de faire un parcours pour revenir, exemple, sur une même ville, ça veut dire qu'on n'a pas bougé. Le parcours, il est nul. Il est nul. C'est pour donner une image assez frappante. Voilà, c'est comme si quelqu'un rêvait qu'il voyage, mais il ne voyage pas. Le lendemain, lorsqu'il va se réveiller, il sera toujours dans sa ville. Donc le coup il est nul. Donc c'est un peu ça ici. Mais par contre, s'il y avait une boucle à ce niveau, s'il y avait une boucle à ce niveau et que sur cette boucle il y avait un poids, donc exemple, c'est-à-dire que de A1, exemple, un arc qui va de A1 et revient sur lui-même, et que sur cet arc il y avait exemple 20 ici, et à ce moment on devait mettre 20. Donc c'est un peu ça. Donc vous pour essayer d'approfondir cela, vous pourrez regarder, vous pourrez regarder les boucles, vous pourrez regarder les boucles, les graphes orientés, les graphes bipartis. Voilà, donc il y a des notions, mais dans notre cas, puisque nous voulons voir cela de façon pratique et programmer ces algorithmes, et en travaillant avec des graphes non orientés, c'est très largement suffisant, parce que les graphes orientés ne sont qu'une particularité des graphes non orientés. Donc les graphes non orientés généralisent tout. Il généralise toutes les notions de boucle et le reste. Donc les piles et les fils sont des structures algorithmiques. La pile est dite LIFO et la file est dite FIFO. Donc c'est des notions anglaises. LIFO veut dire last in first out. Donc le dernier arrivé est le premier servi. S'il faut dire ça, s'il faut essayer de le traduire comme ça en français. Donc et la file veut dire, la file c'est first in first out. Donc le premier entré est le premier servi. Donc si on peut vous dire ça comme ça. Donc ici, pour donner une image ici, on a une pile, voilà, dans lequel on a empilé, ça peut être, c'est des objets, hein. Donc ici on peut prendre l'exemple des assiettes.
Donc voilà, on a empilé une pile, on a mis la première assiette, après on a mis la deuxième assiette, on a mis la troisième assiette et ainsi de suite jusqu'à la septième assiette. Donc les piles, elles ont deux opérations très importantes. C'est l'opération empiler et l'opération dépiler. Donc quand on empile, c'est le fait de ajouter un élément au sein de la pile. Donc ici on avait 7, donc on a un objet, exemple, c'est qu'on peut dire ici c'est une assiette, voilà, un objet. Donc on a la huitième assiette qu'on veut mettre à l'intérieur de la pile. Donc on va empiler, donc on va prendre ce 8, on va le mettre sur la pile et il va devenir le nouveau sommet de la pile. Le sommet ne sera plus 7. Maintenant, l'autre opération c'est dépiler, ce qui veut dire retirer un objet à l'intérieur de la pile. Donc ici, maintenant, on a la pile est remplie de 8. On veut retirer maintenant un élément à l'intérieur. Donc, on retire le sommet. Donc, quand on retire le sommet, on se retrouve avec cette pile dont le nouveau sommet est 7. Et vous voyez que l'élément 8, on va dire l'assiette, voilà, cette assiette-là, si on peut dire ça comme ça, elle n'est plus à l'intérieur de la pile. Donc si vous pouvez remarquer, on disait que la pile se last in first out. Donc c'est ce qui se passe ici. Lorsque on dépile, on dépile le dernier élément arrivé. Donc vous voyez ici on a fait rentrer le dernier élément. Et quand on dépile, donc le premier à être servi, c'est le dernier en fait. Le dernier arrivé est le premier à être servi. Donc lorsque on dépile, c'est l'élément 8 que l'on dépile. Donc si vous avez un peu de souci avec ça, vous pourrez faire quelques recherches ou mettre pause sur la vidéo pour bien comprendre cela. Donc maintenant au niveau de la file. Donc la file, la file elle a un principe, elle a une tête donc et une queue. Donc pour donner une image, c'est comme les fils hein, que ce soit dans des magasins ou dans des entreprises. Donc vous voyez lorsque des personnes viennent, il y a la tête de la file et la fin de la file, donc la queue. Et à chaque fois que quelqu'un vient, lorsque la file aussi elle a deux opérations, sauf qu'au lieu d'empiler, on a enfilé, et au lieu de dépiler, ici on défile. Donc lorsque quelqu'un, exemple, il vient d'arriver, la dernière personne, exemple la huitième personne dans la file d'attente, donc lorsqu'on enfile, on enfile par la queue. Et lorsque l'on défile maintenant, on défile par la tête. Donc ici vous voyez, ça respecte cela. Donc la file c'est FIFO, first in first out. Le premier arrivé est le premier servi. Donc dans la file, lorsque les gens se mettent en rang, c'est celui qui arrive en premier que l'on va servir. Et celui qui arrive en dernier, normal, évidemment, il sera le dernier reçu. Donc ici on avait l'élément 8. Lorsque on le met à l'intérieur de la file, il devient le dernier élément de la file, donc la queue, et le premier reste toujours le premier. Maintenant lorsque l'on défile, vous voyez, on a reçu une personne, on l'a fait rentrer à l'intérieur, exemple on va dire d'un bureau, d'une administration, ou bien le responsable de banque l'a reçu, les autres attendent. Donc vous voyez qu'ici il a été reçu par un agent administratif, et la nouvelle tête de la file c'est la personne de numéro 2, et la queue notamment reste de la huitième personne à arriver. Donc ce sont ces notions là que nous allons utiliser à l'intérieur de nos algorithmes, surtout lorsque nous allons parler de programmation.
Donc, nos algorithmes, nous allons les programmer sur un exemple, voilà, d'application à la cartographie. Donc, ici, nous avons une carte. Donc, ici, le vert représente l'herbe, comme l'herbe qui est verte. L'eau, voilà, avec pour image la mer, qui est de couleur bleue. Donc ici un chemin, donc ici le chemin il faut le voir comme une route déblée, c'est-à-dire exemple comme un endroit là où le goudron peut passer. Voilà, donc nous avons un arbre cette couleur qui est un peu comme l'écorce d'un arbre. Et ici nous avons un pont, donc qui peut représenter un pont métallique par exemple. Donc ici voilà, donc l'idée dans cet exemple, on va devoir trouver la route pour quitter du point D du départ et arriver au point A avec nos contraintes de notre problème. C'est ce que nous allons implémenter lorsque nous allons le programmer. Nous allons résoudre ce problème comme exemple d'application ou de TP. Donc ici, l'eau, les contraintes de notre environnement, c'est-à-dire que l'eau est infranchissable, donc une personne ne pourra pas passer comme ça. Et exemple, venir ici, donc l'eau est infranchissable. Donc marcher sur l'herbe nécessite 2 points d'action. Donc c'est comme exemple une personne qui quitte une route goudronnée et commence à marcher dans l'herbe. Donc si exemple elle est bien habillée, elle va évidemment se salir. Donc c'est en termes de points, c'est comme une pénalité. Donc ça coûte 2 points d'action. Et les arbres aussi sont infranchissables. Donc c'est ici exemple, c'est comme voilà, ici on a un arbre. Donc c'est-à-dire que quelqu'un est en train de prendre le goudron. Et lorsqu'il veut passer au travers d'un arbre, c'est impossible. Il lui faut du matériel, pour passer un arbre, c'est-à-dire le casser. Donc l'arbre est infranchissable aussi. Donc marcher sur un chemin. Donc le chemin ici c'est une route, hein, l'idée, c'est une route déblayée. Donc on peut voir ça comme du goudron. Donc marcher sur du goudron nécessite un point d'action. Donc c'est parce que c'est le moins difficile. Donc marcher, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Comme exemple, marcher dans l'herbe, on se salit et on dépense encore plus d'énergie. Donc c'est un peu ça les contraintes de notre environnement sur lequel nous allons appliquer ces algorithmes de recherche de chemin. Donc dans cet algorithme exemple, nous cherchons donc un chemin permettant de relier le départ D à l'arrivée A, et le chemin le plus court ici coûte 25 points d'action. Donc ici exemple, voici le chemin le plus court, mais nous allons le programmer et nous allons le voir en travaux pratiques. Donc ici on a le départ et on a l'arrivée. Donc le chemin le plus court d'une personne ou bien ça peut être un jeu aussi, voilà, l'élément le plus court que la personne ou l'individu va faire. Donc il va prendre la route goudronnée et après il va passer par un pont, voilà. Et après, en passant par le pont, il va passer dans l'herbe de manière obligatoire parce qu'il doit venir ici, parce que après donc la route continue comme ça. Donc puisqu'il veut venir ici, il va passer dans l'herbe, après il va faire ça et il va faire ça. Donc en additionnant toutes les contraintes que nous avons données ici, donc en additionnant toutes les contraintes ici, c'est-à-dire l'eau infranchissable, l'herbe c'est 2 points d'action, marcher sur un pont c'est 2 points d'action, les arbres sont infranchissables, marcher sur un chemin c'est 1 point d'action. Donc si on essaie, si on peut le compter,
Donc ici, on aura 2 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Donc on peut le compter. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2, 9, 10, 11, 12, plus 2, 13, non, plutôt plus de 15, plus 2 ici, 17, 17 plus 2, 19, 19 plus 2, 21, 21 plus 2, 23, 23 plus 2, 25, 25 plus 2, 27. Donc, ce sont les 27 points d'action. Donc, ça veut dire que c'est l'un des chemins les plus courts. C'est l'un des chemins les plus courts parce que quelqu'un d'autre aurait pu aussi faire ça. Donc, au lieu de descendre comme ça, il aurait directement pu continuer et venir ici. Donc, il devait aussi trouver 27 points. 27 points d'action. Donc ça veut dire qu'en termes d'effort que la personne fera, elle fera 27 points d'action. Mais ce chemin n'est pas le seul chemin le plus court. Il y a d'autres chemins le plus courts, mais ils ont tous en commun, c'est les 27 points d'action qu'ils vont dépenser, si on peut le dire en termes d'énergie, en termes de dépenses, est-ce qu'ils vont se salir? Donc c'est un peu ça. Donc en termes de coût du chemin, c'est 27 points d'action. Donc ici on va essayer de parler de l'algorithme naïf, des algorithmes naïfs, c'est-à-dire l'algorithme en profondeur. Donc, pourquoi on appelle ça algorithme naïf? Il y a deux algorithmes naïfs, c'est-à-dire on a l'algorithme en profondeur, l'algorithme de recherche en profondeur et l'algorithme de recherche en largeur. Ce sont des algorithmes naïfs. Pourquoi? Parce que c'est des algorithmes qui ne permettent pas de trouver le chemin le plus court, mais ils trouvent quand même un chemin. Donc c'est comme si pour aller dans une ville, c'est-à-dire pour aller d'une ville à une autre, quelqu'un va décider de faire un trajet qui va lui demander 8 heures de temps, alors que normalement le trajet le plus petit demandait 5 heures de temps. Donc c'est un peu ça, ces algorithmes, que ce soit en profondeur ou en largeur, et nous allons le voir. Donc nous utiliserons une pile pour stocker les voisins d'un nœud non encore visité. Nous choisissons un ordre de parcours pour notre graphe. Donc ici on essaie de voir le principe, le raisonnement de ce graphe. Donc ici on a l'idée. Donc ce qu'on commence à faire, c'est créer un tableau de précurseurs. En fait, quand on parle de précurseur, c'est prédécesseur, c'est-à-dire un nœud qui vient avant un autre nœud. C'est celui qui précède un autre nœud. Donc on va commencer à initialiser tous les nœuds de notre problème. Ici n c'est le nombre de nœuds. Donc les précurseurs de chaque nœud, on va les mettre à nul au départ. On va créer la liste des nœuds non visités et de la pile. Donc nous allons donner une image tout à l'heure pour mieux comprendre ça. Donc création de la liste des nœuds non visités et de la pile. Et donc on crée la liste de nœuds non visités. La liste de nœuds non visités au départ, elle est égale à l'ensemble de nœuds parce qu'on se déplace sur des nœuds. Donc on crée la pile à visiter
la pile à visiter. Donc la pile à visiter ici, elle va consister à enregistrer à l'intérieur les prochains nœuds de parcours, les prochains nœuds de parcours. Et ensuite, dans la pile à visiter, donc c'est ce que lorsque je parlais des piles et des fils, donc vous voyez ici, donc dans la pile des nœuds à visiter, on va empiler la pile du départ. Et ensuite on fait une boucle principale, donc une boucle tant que la pile à visiter est non vide. Voilà, on va prendre le nœud courant. Le nœud courant maintenant, ici on va dépiler, donc on a la pile, on dépile notre nœud. Donc on va le faire sortir de la pile, lui il va devenir le nœud courant. Et si le nœud courant est égal à la sortie, donc là où on veut aller, donc dans notre cas le départ c'est D, la sortie c'est A. Donc si le nœud courant est égal à A, on s'arrête, c'est la fin de l'exécution de notre programme. Sinon on va regarder les voisins de chaque nœud V. Donc pour chaque voisin V de N, donc les nœuds que nous, N est l'ensemble total de nœuds. Donc pour chaque voisin V de N, si V dans un nœud, non, si V est dans les nœuds non visités, donc si V fait partie des nœuds non visités, alors on va enlever V des nœuds non visités. Le précurseur de V maintenant va devenir N. Donc ça veut dire que celui qui vient qui précède N, celui qui est connecté directement à V, c'est N en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est la notion des voisins. Donc maintenant, après, dans la liste, dans la pile du nœud à visiter, on va empiler V. Donc ici dans l'application de cartographie, nos ordres sont à droite. Nous allons choisir un ordre comme nous avons dit au départ. Donc nos ordres sont à droite, en bas, à gauche et enfin à droite. Donc ici c'est l'ordre de parcours que nous avons choisi et nous allons l'expliquer tout à l'heure. Donc nous essayons d'aller plus à droite et nous obtenons un chemin de 32 de point d'action de 32. Donc nous allons expliquer tout cela par ce schéma. Donc ici voilà, notre ordre c'est à droite, en bas, à gauche et enfin à droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons, dans notre déplacement, nous avons comme choix d'aller plus à droite premièrement, et lorsqu'il est impossible d'aller plus à droite, on essaie d'aller maintenant en bas. Et lorsque en allant en bas il est impossible d'aller plus en bas, on va maintenant plus à gauche. Et quand en allant plus à gauche n'est plus possible, on va maintenant enfin en haut. Donc c'est un ordre de priorité de parcours. Donc ici on commence avec la case de départ. Lorsque l'on se déplace, voilà, on essaie d'aller plus à droite. Donc il va se déplacer ainsi, il va se déplacer ainsi. Donc ça c'est l'ordre qu'il impose. Voici pourquoi il ne descend pas, parce qu'il peut encore aller à droite. Donc il vient ici, après il vient ici encore à droite. Maintenant au niveau d'ici, il rencontre l'océan. Il rencontre l'océan, il ne peut plus avancer. Donc il va maintenant descendre vers le bas. Donc après la droite c'est le bas. Donc ici au niveau du bas, il va encore essayer d'aller à droite.
Mais quand il va aller à droite, il rencontre un arbre. L'arbre est infranchissable. Donc, après la droite, il va aller plus en bas encore. Donc, il vient ici en bas. Donc, après être venu en bas, il va encore essayer d'aller à droite, mais c'est encore l'océan. Et donc, il va descendre ici, en bas. Et la même chose, il va descendre en bas encore, parce qu'on ne peut pas aller à droite. Donc, à ce niveau, il va maintenant regarder, il peut aller à droite. Donc, il va aller à droite. Ici, on a un pont. C'est possible de passer sur un pont avec un point d'action de 2. Donc, et à ce niveau, il peut encore aller à droite. Il va aller à droite, il va aller à droite, il va aller à droite et il va encore aller à droite, ainsi de suite. Donc, maintenant, ici, il est au bord. Il n'est pas impossible d'aller à droite. Donc, il va descendre en bas parce qu'après à droite, c'est en bas en termes de priorité dans notre ordre de parcours. Donc, on est en bas. Après, ici, il ne peut pas aller à droite, il va descendre en bas et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il va trouver, il va arriver à destination. Donc, et quand on additionne les points d'action, donc c'est-à-dire qu'en additionnant, donc ici on a 1, 2, 1 plus 1, 2, plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, plus 1, ça fait 11, plus 2, ça fait 13, plus 1, ça fait 14, plus 1, ça fait 15, plus 1, ça fait 16, 16 plus 2, ça fait 18, plus 2, ça fait 22, 22 plus 2, ça fait 24, 24 plus 2, ça fait 26, 26 plus 2, plus 2, ça fait 28, 28 plus 2, ça fait 30, plus 2, ça fait 32. Donc c'est ça. Donc ici, au niveau de l'algorithme de recherche en profondeur, donc si on avait pris un autre ordre, par exemple, c'est-à-dire que dans la priorité de parcours, on avait pris bas, haut, droite, gauche, on aurait un chemin de 44 points d'action. Donc on devrait parcourir comme ça. Et ensuite on devrait remonter comme ça, jusqu'à en arriver ici. Donc c'est-à-dire que vous voyez ici la différence à ce niveau. On doit d'abord aller en bas, mais on est bloqué, il y a un arbre. Donc on va chercher à aller en haut. On est bloqué, il n'y a rien. Et ensuite on va maintenant chercher à aller à droite. Maintenant une fois qu'on est venu ici, on va aller en bas. On va jusqu'à aller en bas, aller en bas, aller en bas. Donc quand on va arriver ici, on devra aller en bas, mais on ne peut pas. Après le bas, on doit aller en haut, mais on ne peut pas remonter parce que cette case a déjà été visitée. Donc on ne peut qu'aller à droite. Après aller à droite, et en étant à droite ici, on doit aller en bas, mais on ne peut pas aller en bas parce qu'ici c'est bloqué. On doit remonter, on doit aller en haut maintenant. On va en haut et ainsi de suite. Donc quand on arrive ici, normalement on doit aller en bas, mais on ne peut pas parce que cette case a déjà été visitée. Donc on va aller encore en haut et à ce niveau on doit aller en bas, mais ça a déjà été visité. Donc on va aller, on doit aller en haut, mais on ne peut pas aller en haut parce qu'ici il y a un arbre et ainsi de suite. Et donc on va à droite et donc en appliquant ce raisonnement, on arrive à ce chemin qui est encore plus long.
Donc ça c'est avec le parcours en profondeur. Or vous voyez que ici il nous donne des chemins avec des coûts qui sont grands. Donc l'autre, il nous a donné un coût de 32. Ici il nous donne un coût de 44 points d'action. Or le coût le plus minimal est de 27 points d'action, notamment en prenant ce chemin comme nous avons vu tout à l'heure. Donc et ensuite on passe à l'algorithme naïf de recherche en largeur. L'algorithme de parcours en largeur est celui que la police utilise par défaut pour retrouver un coupable. On part du premier point où celui-ci a été vu, puis on va s'en écarter progressivement en cercle concentrique. Donc, au niveau de cet algorithme, il faut beaucoup retenir la notion de rayon, donc de cercle. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on cherche un fugitif ou quelqu'un recherché pour avoir fait certaines choses par des forces de l'ordre, donc on ne sait, ils essaient de faire une sorte de balisage, c'est-à-dire regarder, agrandir plus ou moins le cercle par rapport à la aux derniers endroits où cette personne a été aperçue, et plus ou moins ils sont sûrs de pouvoir le retrouver en fonction de son déplacement. Donc le principe de cet algorithme, donc on part donc du départ et on teste si l'arrivée est dans un nœud immédiat, adjacent. Si ce n'est pas le cas, alors on va tester les voisins de ces nœuds dans un ordre fixe et ainsi de suite. Graphiquement, on va s'éloigner progressivement du départ en testant toutes les cases dans un rayon donné. Donc voilà, c'est ce principe de rayon. Cet algorithme n'est pas efficace car il ne permet pas de trouver le plus court chemin et risque de tester plusieurs nœuds avant de trouver le chemin. Donc c'est ça le problème de cet algorithme. Donc en termes de temps, il est lent. Et à la place d'utiliser une pile, on va utiliser une file dans cet algorithme. Mais il faut souligner que dans cet algorithme, si on travaille avec des arcs qui n'ont pas de poids, ou des arcs qui n'ont pas de longueur, il va trouver, donc c'est-à-dire que des arcs dans la matrice d'adjacence où on les représente avec des 1 ou des 0, il va trouver le plus court chemin. Si on est dans un cas où on ne s'intéresse pas à la longueur des arcs, mais si on travaille avec des graphes ou dans un problème où la longueur, la taille, il y a un coût entre sur des arcs, il ne va pas trouver le plus court chemin, il va trouver juste l'un des chemins, avec le fait qu'il va beaucoup se balader à l'intérieur du graphe avant de trouver le chemin. Donc il fonctionne ici au niveau du pseudocode, et il est comme le code de l'algorithme de recherche en profondeur. La différence, c'est que au lieu d'utiliser les fonctions empilées, ici lui il est utilisé enfilé, et au lieu de dépiler, ici lui défile. Donc c'est ça. Donc ici on va donner une démarche de cet algorithme pour comprendre la notion de rayon, comment on se déplace à l'intérieur. Donc ici on a notre départ et on cherche à arriver ici. Donc comme on a dit, on cherche d'abord les voisins de ce nœud là. Donc c'est la notion de rayon. Donc les voisins de D de cette case sont cette case et celle-là.
Donc cette case, on va l'ajouter à la file. On l'ajoute à la file. Et cette case, comme ici c'est un arbre et il n'y a pas de chemin ici, on ne va pas l'ajouter à la file. Et après on vient à ce niveau, puisque on s'est déjà déplacé. Donc lui, à ce niveau, on va regarder pour se déplacer ses voisins. Donc les voisins de cette case sont cette case et cette case. Donc vous voyez qu'ici c'est vraiment une notion de rayon. Donc puisqu'ici on peut quitter de là, aller ici, on va mettre cette case à l'intérieur de la file et on va mettre aussi ici cette case à l'intérieur de la file. Mais il faut souligner quelque chose de très important, c'est que ici cette case va être mise dans la file en premier, parce que l'ordre ici c'est la droite et ensuite le bas. Après le bas c'est le haut, après le haut c'est la gauche. Donc ici, puisque le droit vient avant le bas, donc on va mettre d'abord ce point là à l'intérieur de la file et ensuite on va mettre ce point à l'intérieur, après à l'intérieur de la file. Donc ce qui fait que pour faire évoluer l'algorithme, le point sur lequel on va commencer le nouveau parcours pour avancer, c'est en espérant arriver jusqu'ici. Donc c'est ce point là. Donc en partant de ce point, on va chercher ses voisins. Donc le voisin de celui-là, c'est lui et lui. Donc ici aussi, ce point va être mis dans la file avant celui-ci. Donc après avoir terminé avec ce point, on a trouvé ses voisins. C'est autour de ce point. C'est autour de ce point. Donc ce point, on va chercher ses voisins. C'est lui. Donc vous voyez qu'ici, il n'a pas fait ça ni comme ça. Pourquoi? Parce que ici, il ne pouvait pas aller dans ce côté parce que cette case est déjà visitée. Donc vous voyez ici, cette case est déjà visitée parce qu'on a commencé à chercher les voisins de ce point, parce que la droite est prioritaire au bas. Donc ces voisins ont été ces deux là et ces deux là. Ce n'est qu'ensuite qu'on est venu chercher les voisins de celui-là. Et donc le voisin de ce point, c'est celui-là. Ici on peut pas venir parce que c'est un arbre, donc c'est celui-là. Et il ne peut pas aller comme ça parce que dans l'algorithme, ce point est déjà visité. Donc c'est cette notion que, donc ici, voilà, pour chaque voisin de V de N, si V appartient au nœud non visité, alors on enlève V des nœuds non visités. Donc ici vous voyez, donc ici donc quand on va s'intéresser à ce point là, lorsqu'on va chercher ses voisins, il y aura celui-là et celui-là, mais il ne peut pas prendre ce point comme voisin parce que ce point il n'est pas dans la liste des points non visités. Le point non visité des voisins de ce point, les points non visités des voisins de ce point, ce n'est que celui-là. Ce n'est que celui-là parce que c'est lui qui est pourtant voisin à celui-là. Il est déjà visité par ce point-là qui a cherché ses voisins avant celui-là à cause de l'ordre de notre parcours, c'est-à-dire que le droit vient avant le bas. Donc on va continuer. Donc vous voyez qu'au niveau d'ici, si on reprend l'ordre, lui il vient en premier, ensuite lui
il vient en deuxième, et ensuite lui vient en troisième, parce que ce point a été trouvé à partir de ce point qui était le deuxième de celui-là dans la file. Donc vous voyez à ce niveau. Donc on reprend. Donc qui aura la priorité, c'est ce point. Donc on va commencer à chercher les voisins de ce point. Donc ce point ici, lorsqu'on cherche les voisins, on est dans l'eau. Donc on ne peut pas mettre cette case dans la file. On ne peut pas le mettre ce point dans la file. Mais par contre, après la droite, c'est le bas. Donc ici, dans l'ordre, il va venir ici. Donc ce point, on va le mettre dans la file qui nous aide à parcourir le graphe, c'est-à-dire les prochains points à partir desquels on va explorer le graphe. Donc ici, donc il va mettre ce point dans la file, et ensuite le deuxième point, c'était le deuxième point pour chercher les voisins, c'était lui. Donc dans la file, après avoir dépilé, donc il va défiler ça, il va le faire sortir. Donc celui qui suit ce point là, c'est lui. Donc après on va chercher ici on va chercher ici plutôt, pardon, voilà, on va chercher ici son voisin. Donc le voisin de celui-là, on devait aller à droite, mais on ne peut pas aller à droite parce que ce point, il est déjà visité, il n'appartient pas au point non visité. Donc on va descendre à ce niveau et on va prendre le bas, parce qu'après la droite c'est le bas. Donc on va descendre ici, ça c'est ce point, et cette case on va la mettre dans la file. Donc après ce point, donc on a trouvé le voisin de ce point, il est ici. Donc si venait ce point dans la file, donc une fois qu'on a trouvé le voisin de ce point qui est ici, donc il est descendu ici, on va défiler ce point. Donc on le défile, on l'enlève, voilà. Donc pour donner un exemple, on va revoir au niveau des fils. Donc c'est ça. Donc on défile, on le fait sortir. Donc celui qui suit après qu'on va maintenant tester pour trouver le prochain voisin. Donc voilà. Donc après ce point, on le défile, on l'enlève. Donc celui qui le suit dans la file, c'est ce point là. Donc ce point, on va chercher lui aussi ses voisins, les voisins de ce point. On doit aller à droite d'abord, mais on peut pas aller à droite parce que lui il a déjà trouvé, parce que ce point est déjà trouvé ici comme ses voisins, donc il est déjà visité, on peut pas venir. Donc on va aller en bas, donc on vient en bas, oui c'est possible, voilà, c'est possible. Donc ce point, on va mettre ce point dans la liste. Donc après le bas, c'est la gauche. Donc on peut maintenant, on va regarder à gauche. Oui, on peut aller à gauche. Donc il va mettre ce point dans la file. Donc et ainsi de suite. Donc lorsque l'on développe ce raisonnement jusqu'à la fin, donc on aura cet ordre de parcours là de notre algorithme. Donc c'est à dire que pour atteindre, donc en descendant, donc en descendant sous forme de rayon, donc ça fasse la manière de l'algorithme de visiter chaque case en défilant, en enfilant. Donc l'algorithme va avoir cet ordre de visite. Donc il va même venir jusqu'ici, voilà, pour venir jusqu'ici. Donc voici les différents endroits où l'algorithme il aura visité toutes ces cases. Donc toutes ces cases là, l'algorithme les aura visitées, toutes ces cases, avant d'arriver
au point avant d'arriver au point final. Donc vous voyez, donc en termes de chemin, là, voici le chemin que fera cet algorithme. Et donc il fera ça. Voilà. Donc voici le chemin de le chemin de déplacement pour aller de D vers A. Mais l'algorithme aura testé toutes ces cases pour trouver le chemin. Donc comme vous voyez ici, la manière dont l'algorithme s'est déplacé pour trouver le chemin. Donc c'est la même chose qu'il fera ici, mais le chemin de D, le chemin pour aller de D vers A en utilisant l'algorithme de parcours en largeur, c'est ce chemin là. Donc pour notre TP, nous aurons besoin de ces concepts de programmation informatique. Donc voilà, la programmation orientée objet, la notion de classe, de l'héritage, des classes abstraites et du Java dans lequel nous allons implémenter nos algorithmes, mais qui n'est pas primordial, hein, c'est pas obligé, parce que pour quelqu'un qui connaît la programmation orientée objet, il pourra facilement convertir ces programmes en Python, en C# et le reste. Et donc, et au niveau de ces notions, nous allons essayer de donner une approche assez brève de ces notions. Et si vous avez des difficultés avec cela, vous pourrez regarder sur le net. Il y a beaucoup de formations déjà sur ce domaine assez bonnes. Donc, mais néanmoins, vous pourrez regarder si vous avez des bonnes connaissances déjà en informatique, notamment déjà jusqu'aux structures de données. Vous pouvez regarder la partie pratique de programmation que nous allons faire, et peut-être vous allez comprendre les choses aussi plus facilement. Mais si c'est pas le cas, vous pourrez regarder ces notions sur le net. Il y a déjà des très bonnes formations à l'intérieur, pour ne pas me répéter. Donc une classe est une abstraction d'un objet. Donc un objet, c'est comme vous entendez un objet. Exemple, un objet, c'est vraiment un objet comme vous entendez. Exemple, un animal, voilà. Donc un animal, il a un nom, il peut recevoir un nom. Donc la classe vient en fait donner, c'est comme une vitrine, en fait de l'objet animal. Donc ici c'est comme aussi voilà, ici un chat, voilà, un chat miaule, voilà, un chien il aboie. Donc voilà, la classe, elle vient comme mettre la vitrine du chat ou du chien. C'est un peu l'idée d'un commerçant lorsqu'il vend quelque chose en plusieurs quantités. Lorsqu'il expose la marchandise, il expose juste un échantillon. Et le plus souvent, l'échantillon, on ne le commercialise pas. Désolé, on ne le commercialise pas. Et lorsqu'une personne veut acheter la marchandise, la personne va regarder à l'échantillon. Et c'est si l'échantillon plaît à un client qu'il va maintenant acheter la marchandise qui est conservée ailleurs, qui n'est pas sur la vitrine. La vitrine, c'est juste pour présenter la marchandise au client. Donc c'est un peu cette idée derrière. Donc l'héritage, c'est la notion de classe
qui héritent d'une autre classe. Donc c'est comme des enfants qui héritent de leurs parents. Voilà, un enfant hérite plusieurs choses de ses parents. Certains c'est la ressemblance physique, certains ça peut être le caractère psychologique, etc. Donc ils ont les chiens sont des animaux, tout comme le chat aussi est un animal. Donc ici, c'est la notion d'héritage, comme exemple un terrestre, véhicule, marin, véhicule. Donc il y a des véhicules terrestres, tout comme il y a des véhicules marins. Donc une voiture appartient au terrestre, un voilier appartient au marin, un croiseur appartient au marin. Donc la notion des classes abstraites, donc en programmation orientée objet, une classe abstraite est une classe dont l'implémentation n'est pas complète et qui n'est pas instanciable. Elle ne sert de base à d'autres classes dérivées héritées. Donc c'est comme cette classe. Donc cette classe elle est abstraite. À l'intérieur de cette classe, on ne va mettre que des éléments que ces enfants, donc ici, vont hériter. Donc un véhicule, c'est quelque chose de très vague. C'était quelque chose de très vague. Donc c'est quelque chose d'abstrait. Donc à l'intérieur, on va seulement créer la fonction, voilà, de informatique, pour parler, la fonction informatique qui va permettre de démarrer un véhicule, parce que une voiture, un voilier, un croiseur, ils ont tous cela en commun, c'est-à-dire la fonction démarrer. Donc on démarre une voiture, on démarre un voilier, on démarre un croiseur. Donc cette classe là, on va la mettre abstraite. Mais la classe terrestre va hériter de véhicules. La classe marin également va hériter de véhicules, tout comme voiture, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la voiture ici, elle hérite de véhicules, ce qui est à l'intérieur de véhicules, donc la fonction démarrer, tout comme elle hérite de tout ce qui est à l'intérieur de terrestre. Donc exemple à l'intérieur du terrestre, on peut exemple avoir la notion exemple de la terre. À l'intérieur de marin, on va avoir la notion de la mer, que la voiture va hériter. Mais au niveau de la fonction démarrer, elles ont toutes cela en commun. Donc c'est un peu cette notion. Donc toujours dans le cadre des besoins nécessaires pour notre TP, voilà, nous nous intéressons donc et nous allons nous intéresser également au temps d'exécution de nos algorithmes, pour essayer de comparer certains algorithmes. Et nous avons deux labyrinthes, voilà, deux cartes, voilà, ici on parle de cartes, deux applications aux cartes. Donc ici nous aurons une première carte qui est de dimension 10 sur 10, donc 10 cases en colonne et 10 cases en ligne. Ici nous allons aussi tester nos algorithmes sur cette carte plus grande qui est de 20 colonnes ici sur 10 colonnes, sur 10 lignes, pardon. Et à l'intérieur, les chemins les plus courts sont de 27 points d'action, et ici les chemins les plus courts sont de 49 points d'action. C'est normal parce qu'il lui il est plus grand que cette carte est plus grande que cette carte, plutôt, autant pour moi. Donc dans une prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour passer à la pratique programmable de ces algorithmes. Merci.